C'est le quart d'heure des éditorialistes d'Europe Soir, Isabelle. Et ils sont 3, les éditorialistes d'Europe 1 ce soir. Pour la politique, Olivier Duhamel. Pour l'économie, Anne-Laure Jumet. Et François Clémenceau pour l'actualité internationale. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Bonsoir à tous. On commence avec vous, Olivier Duhamel. Jeudi prochain, ce sera le premier débat télévisé de la primaire de la droite et du centre. Je sais que vous avez regardé l'émission hier soir avec Alain Juppé sur France 2, qui a d'ailleurs fait un meilleur score que celle de Nicolas Sarkozy il y a 15 jours. Alors on a l'impression, Olivier, que chaque jour qui passe, ça se tend un peu plus dans cette campagne des primaires, que l'exercice qui était périlleux au départ pourrait devenir suicidaire carrément à l'arrivée. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, pour qu'elle échoue cette primaire ? Je vais vous répondre tout de suite, mais d'abord, vous avez raison de glisser au passage un meilleur score. C'est pas très très important. Mais Sarkozy, Nicolas, de son prénom, il est obsédé par ces trucs de score. Il pense que c'est fondamental. Quand il vend énormément son bouquin, c'est absolument génial. Valérie Trierweiler a vendu 600 000, les Français l'ont détesté 3 fois plus. Donc c'est pas, il n'y a jamais eu de corrélation entre la vente d'un livre et l'amour que les gens portent aux auteurs. Et donc, pour Nicolas Sarkozy, c'est un petit coup dur qu'il ait fait un meilleur score que lui. Pour le reste, ça n'a aucune importance. Cela dit, oui, la primaire se tend assez considérablement. Est-ce que ça peut aller jusqu'à un échec ? Qu'est-ce que ce serait un échec ? Un échec, ce serait que tous n'acceptent pas le résultat. C'est-à-dire qu'il y en ait un qui dise, un débattu évidemment, le 27 novembre, qui dise, compte tenu de ci ou de ça, cette primaire ne vaut rien, j'y vais quand même. Et là, on a quand même pour la première des petits signes, des petites choses qui laissent entendre ça. C'est-à-dire que Sarkozy dit que c'est un scandale que les sympathisants de gauche viennent, que c'est un vol, que c'est un détournement de la primaire si c'est eux qui font élire Juppé. Ça veut dire, si c'est un détournement, un vol, qu'est-ce que c'est une primaire où il y a un vol ? Et Juppé, qu'est-ce qu'il a dit hier soir ? On va l'écouter justement, Alain Juppé. La question c'était, soutiendriez-vous Alain Juppé s'il remporte la primaire ? Non, oui, Nicolas Sarkozy. si Nicolas les primaires Sarkozy. sont honnêtes. Bon, non, si les primaires sont honnêtes. Donc, il ne le soutiendra que si les primaires sont honnêtes. Alors, c'est lourd de sous-entendu. Il faut l'interpréter comment, Olivier ? Il y a 2 interprétations possibles. Il y a la première qui est, il pense qu'il y a des risques de triche, de fraude, etc. Et que si ça se produisait, il récuserait le résultat. Et il y a la deuxième que c'est juste un truc de contrôle supplémentaire, de attention, on surveille, vous n'avez pas intérêt à déconner, et aussi de mobilisation de ses troupes. Et moi, si vous voulez, c'est possible que ça rate, c'est possible, mais franchement, je ne le crois pas. Vous ne pensez pas que ça puisse capoter ? Mais pas seulement parce que je suis tempérament optimiste, qui peut évidemment fausser mon analyse, mais aussi parce que, d'une part, les mécanismes de contrôle sont innombrables. Il y a 11 000 bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, il y a des représentants de tous les candidats. Il n'y a pas de vote par procuration, il n'y a pas de vote par correspondance, qui sont les 2 vecteurs formidables de la fraude électorale depuis la nuit des temps. Donc, quelqu'un qui frauderait ou qui tenterait de frauder, ce serait un truc genre Perpignan, les bulletins de vote dans les chaussettes, ça se verrait, c'est grotesque, ça lui coûterait très cher et ça n'emporterait pas grand-chose. Et la deuxième raison qui complète, c'est que les premiers indicateurs qu'on a, au-delà des sondages, des indicateurs réels, c'est même presque un scoop que je vous donne là, parce que j'ai l'information depuis seulement un peu plus tôt dans la journée, sont d'une très grande ferveur. Il y en a 2. La seule chose pour laquelle on va voter par correspondance, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ce sont les Français de l'étranger. Et pour ça, il faut s'inscrire à l'avance. Les inscriptions ont été ouvertes il y a quelques jours. C'est colossal. Il y a 3000 républicains qui sont Français de l'étranger. Il y a déjà 30 000 Français de l'étranger. 30 000 Français de l'étranger. 10 fois plus que les membres du parti qui se sont inscrits pour voter. Deuxième indicateur, Thierry Solaire, le président du comité d'organisation de la primaire, a créé samedi dernier une appli « Trouver mon bureau de vote ». Et donc, sur votre iPhone, vous mettez la ville où vous êtes électeur, l'adresse de l'endroit où vous votez d'habitude, et tac, en 15 secondes, vous savez combien il y en a qui sont connectés depuis en 6 jours ? 800 000 en 6 jours. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de votants, énormément de votants. C'est et c'est bon pour qui ? On verra ça. Fin novembre, on va pas faire de la politique fiction. En tout cas, on passe à l'économie maintenant avec vous, Anne-Laure Jumet. Et ça bouge, Anne-Laure, du côté du Brexit, avec des déclarations successives aujourd'hui de Jean-Claude Juncker, de François Hollande et de Manuel Valls, qui ont mis la pression sur le gouvernement britannique. Oui, avec cette idée claire, le Brexit, c'est une sortie de l'Union européenne, une sortie et pas des zigzags. Ce matin, en effet, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a mis les pieds dans le plat. On ne peut être, a-t-il dit, un pied dehors et un pied dedans. Et il a même ajouté, nous devons être
intransigeant vis-à-vis de Londres. Hier soir, c'est François Hollande qui lui avait parlé de fermeté nécessaire face à Londres. Le Royaume-Uni a décidé de faire un Brexit, a-t-il dit, je crois même un Brexit dur. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout de la volonté des Britanniques de sortir de l'Union européenne. En fait, ces déclarations, elles sont une réponse aux dernières déclarations de Theresa May, la chef du gouvernement britannique. Ce week-end, elle a précisé qu'elle engagerait en mars la procédure de divorce avec l'Union européenne. Eh bien, les partenaires lui disent « chiche, d'accord pour un Brexit sans concession ». Ils ne veulent pas que le Royaume-Uni conserve des avantages liés à l'Europe et donc ils le disent clairement. Sinon, en plus, le risque, c'est que d'autres pays s'engouffrent dans la brèche, fassent une Europe à la carte, en fassent leur modalité de sortie et donc ça aboutirait bien sûr à un affaiblissement de l'Europe. Et ces déclarations de François Hollande, Anne-Laure, ont d'ailleurs fait chuter la livre sterling. Oui, c'est l'une des explications données sur les marchés. Alors que s'est-il passé ? On est sur le marché asiatique, il est 1h du matin heure française. La livre décroche de 6% en quelques minutes. C'est un plongeon vertigineux. Elle ne vaut plus qu'1,18 $, un plus bas niveau depuis 30 ans. Et l'une des explications données, effectivement, c'est que les propos de François Hollande ont pu être surinterprétés. Ce sont des systèmes informatiques qui ont vendu à toute vitesse de la livre. Alors ça a été géré, la livre est revenue rapidement au niveau qu'elle avait juste avant ce plongeon, mais ça montre en tout cas que le marché est épidermique. Il y a des craintes d'une bataille forte entre Londres et l'Union européenne qui ne serait pas bonne pour les affaires. Et puis il faut aussi préciser que la livre était déjà affaiblie et donc pour les experts d'ailleurs, la devise n'a sans doute pas atteint ses plus bas niveaux, elle peut encore dévisser. Et rapidement, cette chute de la livre, Anne-Laure, ça a quelles conséquences ? À court terme, c'est pas une mauvaise chose pour l'économie britannique, ça renouvelle l'attrait de Londres, ça redonne du pouvoir d'achat par exemple aux visiteurs étrangers et puis ça rend plus compétitives les entreprises britanniques qui exportent, mais à moyen terme, ça peut peser sur les prix outre-Manche et le consommateur risque d'en pâtir. Et puis, il y a un effet qui mérite d'être souligné. Grâce à la baisse de la livre, la France est repassée devant le Royaume-Uni au classement des puissances mondiales. Elle est désormais au 5e rang, le Royaume-Uni est 6e. Alors c'est quand même anecdotique, mais ce qui est important, c'est de voir comment va être négocié ce Brexit. Si on est effectivement sur un scénario très dur, il y aura probablement une récession au Royaume-Uni qui aura inévitablement des conséquences sur l'économie européenne. Et voilà qui nous amène à l'actualité internationale avec vous, François Clémenceau. Et on s'intéresse ce soir, François, à l'élection législative qui se déroule aujourd'hui au Maroc, où les bureaux de vote ne vont pas tarder à fermer. Alors c'est une étape importante parce qu'elle survient après 5 ans de gouvernement islamiste et que l'on se demande si leur bilan va leur permettre de rempiler. Exactement, et si c'était le cas, eh bien ce serait tout simplement inédit au Maghreb et dans les pays qui ont vécu ce qu'on appelle le printemps arabe. Je sais bien qu'au Maroc, on n'a jamais accepté cette expression, printemps arabe, mais il n'empêche que ce sont bien les manifestations des islamistes et des jeunes libéraux en 2011 qui ont conduit le roi Mohamed VI à amender la Constitution et à donner davantage de pouvoir au gouvernement. Et là-dessus, vous avez eu ces élections, donc organisées en 2011, l'année des printemps arabes, et c'est le Parti de la Justice et du Développement, le PJD, dirigé par Abdelillah Ben-Kiran, qui l'a emporté, un parti issu d'une mouvance proche des frères musulmans. Vous savez qu'en Tunisie et en Égypte, les islamistes issus des frères musulmans n'ont jamais réussi à rester au pouvoir ou à diriger une coalition au-delà d'un mandat. Et bien résultat, au Maroc, grâce à la stabilité qu'apporte le régime monarchique, cette phase-là a pu aller à son terme, d'où la question qui se pose aujourd'hui, stop ou encore. Et justement, quelle pourrait être la réponse des Marocains ? Eh bien, c'est un peu compliqué à savoir, d'abord parce que les sondages sont rares et ils ont même été interdits en fin de campagne, mais c'est aussi parce que cette victoire sera mesurée évidemment en fonction de la participation. Or, en 2011, le PJD n'avait fait sa rentrée au gouvernement qu'après un scrutin où seulement 45% des Marocains s'étaient déplacés. Pour faire court, ces électeurs-là, ils aiment le leader, Abdelillah Ben-Kiran, c'est un homme proche du peuple, qui parle simple, c'est pas un technocrate, il est intègre, il a fait vraiment tout ce qu'il a pu pour lutter contre la corruption, il a promis d'importantes réformes sociales, mais toutes n'ont pas réussi à voir le jour. Quant aux velléités d'islamisation de la société, par la réforme de la famille ou de l'éducation, elles ont été freinées, voire stoppées, par le cabinet royal. Et on dit aussi d'ailleurs, François, que le roi aurait envie d'en finir avec cette expérience islamiste du PJD et qu'il soutiendrait en sous-main un nouveau parti. Oui, et bien qu'il s'en défende, ce parti, le parti de l'authenticité et de la modernité, le PAM, a été fondé par des proches du roi, même s'il est aujourd'hui dirigé par des personnalités qui viennent de tous horizons, de la gauche jusqu'aux conservateurs, avec un programme plutôt social-libéral, mais farouchement anti-islamiste. Il y a là comme une envie de reprendre la main, de ne pas se laisser piéger par une islamisation rampante de la société, où le radicalisme continue de séduire beaucoup de jeunes candidats marocains au djihad. En fait, on voit bien qu'on arrive à un tournant
Dans le règne de Mohamed VI, après la mort de son père, il avait indiscutablement démocratisé les institutions, même si beaucoup reste à faire encore aujourd'hui. Et après toute une série de gouvernements de gauche, de droite, des islamistes, le roi a probablement envie de gouverner maintenant avec une nouvelle garde, moins idéologue, plus pragmatique, plus moderne et surtout plus performante, parce que ce pays a vraiment besoin de progresser. On suivra ça. Merci à tous les trois. François Clémenceau du Journal du Dimanche, Anne-Laure Jumet, Olivier Duhamel, que l'on retrouve demain matin à 10h sur Europe 1 pour Mediapolis. Dans un instant, les médias avec Eva Rock, le zapping de Maud Descamps et le journal de la présidentielle avec Xavier Yvon. À tout de suite.